Bonjour Alain-Marc. Bonjour Réa. Merci beaucoup d'avoir accepté cette petite interview. Est-ce que tu peux nous parler de toi un petit peu? Oh, pas facile. Je vais commencer par dire cela, que Plus fort. depuis 1997, j'ai décidé d'arrêter tout travail rémunéré et de ne me consacrer qu'à la poésie. Parce que pour moi, c'était absolument obligatoire, sinon je serais peut-être devenu fou ou dans un hôpital psy. Voilà, donc sans aucun salaire, mais pas complètement suicidaire quand même, vu que j'avais, accumulé un petit pécule avec un licenciement abusif, avec des choses comme ça. Et donc je prélevais, j'ai fait une certaine somme, avec un héritage aussi, avec... parce que très tôt dans ma vie, je me suis dit, mais j'ai pas besoin de tout cet argent que je reçois mensuellement quand je travaille. Et donc je plaçais un petit peu je plaçais en mois et je prélevais un petit peu chaque mois pour vivre mes besoins vitaux qui n'étaient pas très extraordinaires. Voilà, donc ça provoque une vie un petit peu particulière. Une vie où par exemple, même aujourd'hui, me payer un smartphone à 400 €, je fais un petit peu gloops. Voilà. Quand tu as commencé à écrire? Alors j'ai commencé à écrire quand je me suis retrouvé seul dans mon appartement, en ayant quitté mes parents au plus vite, parce que c'était assez insupportable, non pas vraiment de leur faute, mais parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement que d'être ce qu'ils étaient. Et donc moi, il fallait que je vive ma propre vie. Donc, dès mon service militaire, donc à 21 ans, j'ai commencé à écrire deux petits poèmes qui n'en étaient pas évidemment, qui ressemblaient beaucoup aux chansons de Jacques Higelin ou Bernard Lavilliers, que j'aimais beaucoup à cette époque-là. Premier poème, premier recueil publié, c'était quand? Alors, premier poème publié. Publié, c'est dans une petite revue, style art et poésie. Ça date des années 82, je pense, à peu près, ou 83. Mes premiers recueils publiés, c'est une plaquette. J'ai commencé à publier une plaquette avec un ami dessinateur qui dessinait au rotring, au trait, qui faisait des très belles choses. Et on avait décidé de faire un joli livre illustré par ses dessins. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça publié? Là, c'est plutôt auto-publié, tu vois, ou co-publié. La première plaquette publiée, c'est par une revue qui s'appelait Intervention à haute voix. Et c'était l'ancêtre de mes regards hallucinés. La plaquette s'appelait 42 regards hallucinés. Et le premier article critique que j'ai eu, c'était dans une revue étudiante de Paris 8, par rencontre. Et parce que j'ai fait la fac 10 ans après tout le monde. Comme avant, j'avais travaillé dans l'industrie. À partir d'un moment, j'ai senti le besoin d'aller plus vers l'humain. Parce que dans mon travail, j'avais plus de plaisir à apprendre aux gens à utiliser les programmes que je créais et à leur apprendre à rédiger la documentation que de programmer, etc., que d'être dans la technique. Qui, au bout de 5 ans, m'a barbé. Parce que, quand tu commences à écrire un programme et puis que 5 ans après, il faut le refaire pour une autre machine, ça ne m'intéressait plus. Comment tu écris, construis, crées ta poésie? Est-ce que c'est une approche poétique? Alors j'écris beaucoup par prélèvement, par fragments. J'écris quelques mots, quelques bouts de phrases, souvent en me rasant, en conduisant. Des petites choses comme ça sur des papiers tout petits, millimétrés, quelques centimètres carrés que j'ai accumulés. Alors parfois ça en fait une poésie, dans mon discours une poésie fait une page, c'est assez court. Et puis il s'est passé des choses aussi, c'est qu'un beau jour je me suis dit mais pourquoi ne pas écrire un poème qui soit un peu comme un roman, qui soit beaucoup plus long. Et donc qui a un début, une fin et qui passe qui voyage, qui passe par des hauts et des bas et qui ait des intensités différentes.
Et cette idée m'a plu et à l'époque j'appelais ça un livre-poème. Et maintenant j'appelle ça des poèmes à dire, à crier et à murmurer. Parce qu'entre-temps j'ai réfléchi, justement quand j'ai fait 10 ans après une fac de lettres, avec des gens aussi renommés et aussi balèzes, calés on va dire. J'ai pas le terme qui me vient, mais je prends les mots qui me viennent, même s'ils sont d'un usage très courant. Tiens, ça c'est une autre phase de ma poésie. Je ne prends jamais de mots scientifiques, de mots intellectuels. Donc j'ai accumulé à un moment pour ces poèmes longs qui peuvent faire 200 pages, j'ai accumulé ça par thème. Alors il y a eu un thème solitude qui se dégageait, il y a eu un thème réflexion sur la dépression et la folie, ceux qui flirtent à la folie, sur l'art comme combat, ou tout un chemin de vie si tu veux. Et ça finit par arriver, après je mets ça en rythme, et ces longs poèmes à dire et à crier se développent. Je peux mettre 20 minutes à lire un poème, tu vois. Et voilà, ça s'est dégagé comme ça. Après, je les ai regroupés par cycle. J'ai un cycle que j'appelle Métamorphose, avec un point d'interrogation, qui est plus autobiographique, composé de 4 textes plus un autre, qui est paru au temps des cerises. Et ce texte-là, qui s'appelle La poitrine étranglée ou le poème pour les ouvriers, a été publié au temps des cerises. Et après, il y a un grand cycle qui s'appelle le grand cycle de la vie ou l'Odyssée humaine, qui fonctionne un peu comme une cloche. On part de la souffrance, de toutes ces choses-là, et on arrive un peu à l'élévation, donc à passer par la recherche d'une sagesse, d'une tranquillité quand même, d'être un petit peu moins, sujet aux affres de la vie et les traverser. Voilà. Moi, j'écris pour essayer que mon lecteur, pour le débloquer, pour lui donner un uppercut. Et si ça peut changer sa vie, c'était très chouette. Là, moi, il m'est arrivé des expériences, je pourrais en parler comme ça. Oui, par exemple, un livre de Georges Bataille, L'histoire de l'œil, où je rentre dans une librairie, je l'ouvre, je tombe sur une page et je me sauve en courant de la librairie. Je ne supporte pas. Et lui, 10 ans après, je rouvre le livre et là, il me parle. Et là, je me dis, mais c'est génial. Voilà, c'est fort. Voilà. Et tous ces livres que je trouvais forts dans ma vie, j'ai appelé ça le cri. Et j'ai fait un essai qui s'appelle Écrire le cri, ça a été mon travail universitaire. Les auteurs qui t'ont marqué, qui t'ont inspiré? Alors ça, ce n'est plus un secret pour personne. Il y a Bernard Noël, hein, parce que c'est le premier qui m'a répondu et qui m'a répondu d'une manière tellement forte, belle et productive et littéraire, hein, qu'on a continué à s'écrire presque jusqu'à sa mort. Sauf les 2-3 dernières années où j'ai un problème avec la mort, un peu moins maintenant, mais où quand je sens ça, je n'arrive plus à écrire aux gens. Voilà, c'est arrivé avec une chatte qu'on avait et j'arrivais plus à m'en occuper vers la fin de sa vie, tu vois. Bon. Et sinon, je pensais à cette question, je savais que tu allais me poser la question. Il y a un nom qui m'est ressorti, c'est Pierre-Jean Jouve. Et d'ailleurs, c'est dans un entretien de Bernard Noël dans un bulletin Gallimard, tu sais, ces petites fascicules pour faire la promotion des livres qui sortent, où il a parlé de Pierre-Jean Jouve. Et non, ça c'est une œuvre très forte. Vraiment, sa poésie est extraordinaire. Récemment, je me suis mis à lire ses récits, à me plonger plus dans ses récits, qui sont aussi extraordinaires. Bon. Sinon, il y a Georges Bataille, mais pour moi, c'est pas vraiment un poète. Bon, il a écrit l'Arcangélique. Je connaissais quelque chose, les auteurs déjà, donc... Oui, les auteurs, c'est Georges Bataille, c'est vrai. Bon, je l'ai relu entièrement il y a peu de temps, en prenant un autre biais, c'est-à-dire en ne le lisant plus que à partir de ses œuvres complètes, mais en prenant les livres séparés, qui sont les œuvres qui sont disponibles séparément. Et ça m'est venu comme ça, je fais une grande attention aux livres. Hein. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal, je suis un informaticien, etc. Je passais ma vie une dizaine d'années là-dedans, mais je ne peux pas lire
en numérique, un petit peu, mais pas beaucoup. Je pense que c'est un peu général d'ailleurs. Je ne crois pas aux livres numériques, aux romans numériques. Non, j'y crois pas. Donc sinon, il y a eu évidemment, je peux dire des noms qui pour situer un peu un parcours. Au début, il y a eu Victor Hugo, il y a eu Pierre Réverdy, il y a eu André Dubouché. Et puis après, il y a eu des gens comme Jacques Dupin. Voilà, j'ai découvert évidemment d'autres auteurs. Mais le principal auteur, c'est quand même Georges Bataille. Par derrière, je peux mettre Pierre Bourjade, parce que je l'ai rencontré et qu'il a une partie très, très personnelle, une écriture très personnelle. Et voilà, ça vaut le coup de se confronter à son humour qui dérange un petit peu, qui pique, tu vois. Voilà. Mais bon, ça ne vaut pas Georges Bataille. S'il m'entendait, il serait peut-être pas très heureux, mais je l'aime beaucoup, Pierre, voilà. Et sinon, il y a plein d'œuvres, évidemment. J'ai peut-être du mal à en découvrir maintenant, parce que je pense beaucoup aussi non pas à mon écriture, parce que j'ai encore une vingtaine de livres qui sont tout prêts. Il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton et à les envoyer sur l'imprimeur. Mais donc je passe beaucoup de temps à essayer de les faire connaître, donc les faire paraître et connaître. Et donc pour l'instant, je dirais que mon œuvre s'est arrêtée, mais peut-être que j'ai déjà tout dit. Peut-être. Qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle francophone? Elle est intéressante, il y a plein de choses belles, mais je trouve qu'on tourne un peu en rond. Je trouve que c'est un petit peu facile d'aligner des vers comme ça à la suite, qui parlent, qui dit des choses belles en soi. Mais qu'est-ce que ça change dans notre vie d'aujourd'hui, celle de la plus actuelle? Je dis pas qu'il faut tomber dans l'écriture politique, mais quand même, où va-t-on? Ça se dégrade tous les jours. Tous les jours, on nous prive de nos libertés. C'est pas possible en tant qu'artiste de ne rien dire. Par contre, quoi faire? Ça, c'est peut-être ma grande question. Et j'en arrive presque à me dire que je vais peut-être, ça serait mon désir, mais ça fait pas mal de temps, pas mal de fois que je l'ai déjà dit et pas encore fait, je vais peut-être arrêter de faire la promotion de mon travail et de ne faire que écrire tous les jours. C'est-à-dire écrire, c'est même parfois ne pas écrire, mais au moins se mettre en disponibilité le matin et se dire bon, aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait venir? Qu'est-ce qui me scandalise? Comment le dire? J'ai par exemple sur cette histoire de Covid qu'on a passée, qui est une période horrible, enfin moi j'ai pris une claque. J'ai pris une claque parce que depuis mars 2020, j'ai compris que le gouvernement pouvait mener une politique. Là je m'excuse parce que je vais être juste un peu politique, mais je vais être très rapide. Peut mener une politique tout en sachant que ça va tuer un certain nombre de gens et que à cause de nos engagements géopolitiques et à cause de l'économique, on continue. Ça, j'en ai pris un coup. Et aujourd'hui, je sais que je ne crois plus aux politiques. Il ne faut plus croire les politiques, il ne faut plus croire les médias mainstream, les journaux mainstream. On est dans un sacré pétrin. Donc, quoi faire aujourd'hui? Est-ce qu'il faut faire comme cet artiste russe qui a fait une performance devant une porte annexe, une grille annexe de la Banque de France en la brûlant, qui s'est même cloué les parties génitales en Russie pour gueuler son ras-le-bol. Je n'irai pas jusque-là personnellement, mais quoi faire? C'est la grande question. Donc qu'est-ce que je pense de la poésie d'aujourd'hui et de l'art en général, de l'art contemporain? C'est qu'il ne s'engage pas beaucoup. J'en vois très très peu. Et on ne peut pas continuer comme ça à parler de ses propres petits états d'âme, de la beauté de son chat, de son regard, que c'est magnifique, que ce qui se passe entre les humains. Enfin, voilà, c'est gentil. Mais aujourd'hui, on ne peut plus être gentil. On ne peut pas être que dans la guerre contre ce qui nous entoure et ce qui nous oppresse. Mais
j'en suis là. Quoi faire? On est quelques-uns à réfléchir comme ça. On est quelques-uns, enfin on est beaucoup à avoir vu ce qu'il se passe. Mais à ne pas être entendu par ceux qui ne suivent que les mainstream, malheureusement. C'est-à-dire que tout est à revoir aujourd'hui. Le journalisme, la critique littéraire, l'école, l'hôpital. On ne peut plus trouver un médecin. Où est-on? Alors moi ça me heurte énormément. Et pourtant par exemple sur la guerre d'Ukraine, j'ai pas réussi à écrire dessus. C'est trop proche. Je ne comprends pas encore tout ce qui se passe. Voilà. Bon. Et pour moi, on ne peut bien écrire sur ces sujets que quand ça sort du cœur. Quand d'un seul coup on trouve un truc qui nous heurte tellement, mais avec lequel on arrive à dire quelque chose. C'est-à-dire moi, quand j'ai écrit ce poème qui commence par Raus, en employant la langue allemande, ça m'est venu comme ça. Donc le poème, pour moi, il est né là. Et disons qu'il faut trouver ce truc qui va percuter la personne en face et qui va lui dire, ou alors qui va provoquer son rejet, mais à force peut-être que, à force d'entendre des autres choses, elle va se dire, ah tiens, ah. Voilà. La traduction. Alors la traduction, je partirai d'une histoire personnelle où j'ai commencé à sentir ce qu'est la traduction. Il y a une période où j'ai beaucoup aimé Mayakovsky, je ne l'ai pas cité tout à l'heure. J'ai connu Mayakovsky par une traduction que j'ai entendue dans un atelier d'écriture qui était très forte, où ça parlait de goudron, de choses comme ça. J'adorais ce poème. Et puis un beau jour, je suis tombé sur la traduction de Claude Friou, et je me suis aperçu que c'était le même poème. Mais il était tout doux. Il n'était pas du tout aussi moderne. La traduction d'Elsa Triolet est beaucoup plus percutante. Alors la traduction, l'écueil de la traduction, c'est ça. C'est vrai qu'on dit que la meilleure traduction de la poésie se fait par des poètes. J'ai tendance à le croire. C'est-à-dire que c'est une recréation. C'est une recréation en essayant d'être dans le même trip que le poète, que l'auteur qui a produit, auteur ou même auteur qui a produit ce poème. Il faut être dans ce trip-là et essayer dans la langue de le ressortir. Alors là, moi j'ai une expérience avec un livre qui vient de paraître, un livre où il y a 9 poèmes qui est tout, tu vois, chez un éditeur qui s'appelle Transignum, où les 9 poèmes viennent d'être traduits en allemand. Évidemment, je ne connais pas la langue allemande. Ça aurait été la langue anglaise, j'aurais pu un peu plus, mais hier, il se trouve que je l'ai donné à lire à une personne qui avait envie de le lire, qui connaissait la langue allemande, et qui m'a répondu « Oh, c'est parfois faux, mais c'est génial. » Bon, il fallait trouver, c'est un poème érotique très fort et c'est très difficile. Et bon, ce traducteur-là, on est tombé sur une première traductrice qui a refusé et sur ce traducteur-là qui l'a trouvé superbe, ce texte. Alors voilà peut-être ce qu'on peut dire, justement en donnant ces deux exemples, d'une personne qui refuse parce qu'elle ne se sent pas, ou elle se sent heurtée ou pas capable de trouver les mots dans l'équivalent français, tu vois, les mots aussi forts, les mots aussi qui collent, parce qu'il y a un travail sur le son. C'est pas que les mots à traduire, c'est le sonore, c'est le rythme. Évidemment qu'on ne pourra jamais faire la même chose. Donc il faut faire autre chose qui soit comme, qui soit le plus proche comme. Je pense que à toi, tu dois bien sentir ce que je veux dire. Est-ce que la poésie, l'art, est un besoin, une nécessité pour les gens, pour les autres? Absolument. Je dis absolument en ayant ce souffle qui retombe. Parce que il ne faut pas se cacher la réalité. Elle est squeezée, elle est censurée par la société. Censurée par l'économique, qui a été peut-être un impératif, mais ce sont les grands éditeurs, Gallimard, Seuil, etc., qui l'ont mise de côté, parce qu'ils ont misé sur le roman grand public. Et par exemple, il n'y a pas de prix Goncourt pour la poésie. On va me dire, ah mais si, il y en a un.
je regrette, non. Le prix Goncourt, on en parle au journal télévisé à 13h, que le Goncourt de la poésie, on n'en parle jamais. Tu vois un petit peu la différence. Il y a tout un business autour du roman. Il y a des critiques littéraires, il y a des attachés de presse. Donc, tu trouves les critiques dans les revues, dans les magazines féminins. Donc, j'ai eu, tu vois, ce mouvement de bras vers le bas, parce que il ne faut pas se leurrer, il faut dire les choses. La poésie aujourd'hui n'existe quasiment pas dans le public, elle n'est pas connue. Donc, j'ai parlé à l'instant des éditeurs, mais il n'y a pas que. Il y a l'école. L'école ne parle pas de la poésie contemporaine. Personne ne connaît la poésie contemporaine. Elle ne passe pas en télévision. Alors on va me dire, moi j'ai eu un discours que j'ai appelé la poésie publique. Moi j'ai dit mais il faut que la poésie soit publique. Et j'ai fait toute une réflexion sur ça, il y a un essai qui est sorti. Et à l'époque on me disait mais non, la poésie on l'écrit, elle existe et c'est suffisant. Je dis non, il faut qu'il y ait une personne en face qui l'écoute, sinon à quoi ça sert? Voilà un petit peu ce que je peux te répondre avec ça. Là aussi, la poésie est indispensable au monde, est indispensable aux rares personnes qui arrivent à la croiser. Voilà, qui arrivent à la croiser. Tu fréquentes le festival de Sète depuis des années, je suppose, et tu étais même invité, n'est-ce pas? C'était à un moment 2019? Oui, non, là je n'étais pas invité. Donc, jusqu'à cette année-là, tu es comme... Là c'est la première fois que je suis invité. Tu as été invité du festival Wavi. Oui, c'est la première année que je suis invité. Et tu étais aussi, comme on dit, au marché de la poésie, très souvent, je crois, non? Oui. Tu peux nous dire, comme dit, tes impressions, ces deux grands événements de la francophonie. Alors pour moi, ils sont totalement différents. Le marché de la poésie, on est dans la capitale. C'est très parisien, ça fréquente beaucoup de monde, il y a énormément de monde dans les allées, mais c'est plutôt un endroit où on vient voir son éditeur, voir ses amis poètes, je ressens ça comme ça. C'est sûr que c'est une vitrine des éditeurs et de la production, mais pour moi c'est axé sur ça. Et c'est axé sur ça dans un esprit assez de, comment dire, c'est la plus grande vitrine française, voilà, avec une vitrine sur le monde, etc. Ici, c'est un festival axé sur les lectures dans la rue, axé sur le contact avec le public. D'ailleurs, il arrive que nos lectures dérangent les voisins. La poésie doit s'incruster. Alors, moi, j'adore ce festival-ci. Je l'adore parce qu'il y a tout ce que j'ai imaginé dans la poésie publique à l'époque se retrouve ici. Cette idée de faire des lectures dans des hamacs, de faire des lectures dans des barques, parce que bon ici il y a évidemment tu as les canots à la mer. Bon, utiliser tout cela, utiliser le folklore local, faire une grande scène avec, comment dire, digne d'un concert rock presque je vais dire, tu vois. Avec tous les poètes qui passent, les poètes de toute la Méditerranée, prendre en compte la traduction aussi, avec des comédiens qui lisent le texte en français, utiliser tous les thèmes, le poète et son éditeur, le livre d'artiste, et nous faire entendre. Voilà, tu as beaucoup de personnes qui passent là, sur la place de la mairie, et qui écoutent et qui disent « Tiens, qu'est-ce qui se passe ici ?» Ah, c'est de la poésie, ah bon? Et ils ne connaissent pas, et d'un seul coup, ils vont entendre un poète qui leur parle. Voilà, ça, je trouve ça génial. Pour moi, il faudrait qu'il y ait des festivals comme ça, il en faudrait une dizaine en France. Oui, axés sur la lecture dans la rue. Et là, on a un exemple à suivre. Merci beaucoup. Donc, je vais lire une partie d'un poème de Métamorphose. C'est un cycle qui est composé de 4 poèmes. Et le recueil fait 250 pages. Donc là, on est au milieu d'un poème qui s'appelle Écrire. Écrit en 1991. Et que j'ai toujours autant de plaisir à lire. Au fond de la cicatrice, refrain obsessionnel, à quoi bon continuer à écrire? Les voix intérieures, tantôt anges, tantôt démons, ont parlé trop fort. Allez,
jusqu'à se meurtrir pour assumer son rôle d'éclaireur. Il faut puiser le bonheur au plus profond de soi et se réconcilier avec soi-même. La solution se situerait peut-être dans un havre de paix personnalisé. La vie est ce voyage en solitaire. Alors écrire et écrire encore, avec sa seule âme et le pari de la création, trouver l'épanouissement complet. Il serait temps d'être heureux et de sauver son âme. Secouer les torpeurs et chasser la résignation pour laisser enfin renaître l'espoir. L'âcre couleur de l'aube, jour de confins, image morte sur la table dans cette fragile clarté. Peut-être qu'un jour je pourrais clamer, je n'écris plus, je vis. Le secret serait peut-être de s'enfermer, de faire fi de l'autre et de travailler uniquement pour soi à l'approche de l'inconnu, en perte de souffrance, un semblant de lumière dans cette sphère sociale, sanctifier son indépassable marginalité et quoi qu'il advienne, être ce frère en mansuétude. Tel l'aventurier, créer sa vie et écrire toujours, fort à jamais, après avoir compris la morale de l'histoire, déflorer sans embâge un imaginaire mis à l'écart, fumeux château de l'indolence. Car écrire n'a pas de vrai commencement, ni de vraie fin. C'est un nouveau poème et tu vois, le principe c'est de page en page, donc tu me diras quand j'arrête. C'est le 4e poème du même recueil, du même cycle Métamorphose, qui s'appelle Le désir écartelé. La fiole, remplie de rouge, s'émoustille à côté du coin et des goulines. Une plainte dans la nuit, un accord mineur sur un rythme simple répète la micaouette, empreinte d'un corps sur le drap froissé, un recueil de l'âme gît soudain dans une difficulté d'aimer. Et toujours ces attouchements interdits dans l'espace des pensées, le hasard s'exhale, défense d'aimer sur fond d'amour contredit. J'ai faim de toi, mon amour, je te cherche dans le brouillard de la nuit tombée. Tous ces espaces défendus dans l'attouchement sensuel d'une domination de l'ombre. Dans les profondeurs de l'inné, la perruque rousse s'agite avec frénésie. Mise à nu de l'espace intime, la liqueur blanche moule la divine égérie. Blonde de rêve, le sexe ouvert, merde, les piles sont mortes, je n'ai jamais la dernière version. S'enflammer, tel le vagabond des nuits, et dans la glace, fuit l'amour aux 1000 interdits. Merci beaucoup. Alors, il s'agit d'un livre d'art qui s'appelle J'aurais envie, édité aux éditions Tranxilnum. Donc les éditions Tranxilnum, leur grand principe, c'est de faire un art total, c'est-à-dire d'inviter un artiste, devant en général un musicien. Et puis donc le musicien, on peut l'écouter en flashant le QR code, et puis après de faire des performances ensemble. Et là, il serait question qu'on fasse des performances aussi avec un vidéaste qui retransmettrait les images de chacun, etc. Donc le lien, c'était parce que Daniel Lewers a fait la préface, une grande préface de 3 pages. Ça a été traduit en allemand, mais évidemment, je ne vais pas m'aventurer à lire en allemand. Je vais voir si je lis que le premier poème, il y a 9 poèmes, ou si je lis le deuxième aussi. Je vais voir. Donc il s'agit d'une femme
qui met un homme dans tous ses états. Et voilà ce qu'il lui répond de jour en jour. J'aurais envie de toucher ta peau, d'entendre ta voix, de te voir bouger, de te voir sourire, me sourire. J'aurais envie que tu me touches, me bouches, me couches, m'enroule, m'enraille, m'enrâle, m'encanaille et m'enrhume, J'aurais envie de voir si tu es belle, si tu es aussi belle que tes mots, si tu ailes. J'aurais envie de prendre tes seins, de prendre ta langue, de prendre ta fente, de voir si tu me suis, aussi loin que je le rêve et depuis toujours, j'aurais envie de te déshabiller entièrement, de t'attraper et que tu me restes. Es-tu aussi belle que tes mots? Moi, et toi, toac, quoique, Oh. C'est le premier poème, peut-être que je peux lire le dernier. Oui, ça encore. Allez, un dernier pour la route. Dernier, il est un petit peu. Et après, tu seras face à moi. Tu me regarderas et je te regarderai droit dans les yeux. Et quand tu auras enlevé le haut, je plongerai ma main dans ta culotte, petit bateau. Et tu jouiras, dans tes racines. Car tu viens de là, car là sont tes racines. Car c'est par ce compte tout gluant que tu es né, que je suis né par ce compte grand ouvert, comme il est ouvert en ce moment autour de mes doigts, comme il est gluant en ce moment autour de mes doigts, que tu es né dans les racines, c'est par là que tu es passé, c'est par là que je suis, par les racines de ta mère. Et tu jouiras, et je jouirai de tes racines tout gluantes, de tes racines toutes odorantes, si parfumées, car c'est par là que tu es né, et c'est par là qu'aujourd'hui je te fais jouir, et c'est par là aujourd'hui que tu me fais bander, mon arc prêt à te transpercer, prêt à te tuer. C'est fini comme ça.